Vous mangez des œufs, Jacob Tatsinsa? Pardon? Est-ce que vous mangez des œufs? Peut-être des œufs d'autruche. Ah. Ils sont bons, non? Les œufs d'autruche, vous en mangez, ils sont bons. Oui. Ils sont aussi solides, hein? Vous pouvez vous permettre de marcher dessus. Ah bah oui, vous pouvez vous permettre de marcher sur des œufs d'autruche, hein? C'est assez solide. Vous parlez par mots, on sent que vous contrôlez vos mots dans cette interview. Comme si vous évitiez de dire quelque chose, Jacob Tatsinsa. Qu'est-ce que vous pensez que j'évite? Qu'est-ce que j'évite de dire? Parce que ce nettoyage ethnique, vous craignez peut-être qu'on vous dira « Ah, le Bamileke fait du révisionnisme ». Non, j'utilise les mots qu'on a utilisés dans ce contexte. D'accord. Et je pèse bien mes mots. Alors, ce nettoyage ethnique, c'est fait, bien pensé, comme vous avez dit. Officiellement, 301 personnes ont perdu la vie. Non, ont été assassinés. Oui. Ils ont perdu la vie, c'est comme s'ils ont fait un accident ou je ne sais pas quoi. Ont été assassinés, massacrés. Oui. C'est un génocide aussi. Ça, ce sont vos mots. Je vous pose la question, vous, historien, comment appelez-vous cela? Nettoyage ethnique. Est-ce un génocide ou pas? Selon la définition, le mot génocide défini par les Nations Unies. Vous, historien, est-ce un autre génocide là ou pas? Est-ce un génocide ou c'est un autre génocide? C'est précisé. Ok, est-ce un génocide? C'est un nettoyage ethnique. C'est donc pas un génocide? C'est du pareil au même. Mais pourquoi le mot génocide est aussi difficile à prononcer pour vous? Parce qu'il est parfois, c'est une expression qui dessert parfois. Qui dessert qui? La cause des nationalistes. Ah bon? Les nationalistes sont tous morts, ont été tous assassinés? Non, il y en a qui vivent. Il y en a encore? Oui. Ah bon? Oui, je sais que le secrétaire de NS Ouandji est encore vivant. Il est intervenu dans cet article le mois dernier, oui. Mais les fortes têtes du nationalisme camerounais ont disparu. Il y a des gens comme les Ndjaweni Kanor, Dongodier, qui vivent, mais que je ne vois pas les gens aller vers eux, leur tendre le micro. Et c'est des gens qui ont été au four au moulin à cette période. Moi, personnellement, je n'ai pas connaissance de toutes ces personnes. J'ai rencontré un qui faisait partie de l'armée de libération, qui était lieutenant et qui allait se faire former par le FLN en Algérie. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, mais je ne peux pas connaître tout le monde. Je suis beaucoup plus jeune que vous. Il y a les Henri Tamou, qui était un officier de la LNK, qui a participé à la création de la LNK au mois de mai 1959 à Kounia, un quartier des environs de Konsemba. Il vit encore. Alors, vous voulez protéger les nationalistes encore vivants, voilà pourquoi. Non, pas que j'ai. Vous ne voulez pas desservir leur cause en prononçant le mot génocide. Vous parlez de nettoyage ethnique. Au Rwanda, ce fut un nettoyage ethnique aussi, hein, mais on l'a bien qualifié en génocide. Donc, si vous, au Cameroun, vous voulez pas prononcer le génocide... Le mot génocide, c'est un mot à employer avec des pincettes et quand vous avez des éléments tangibles sur la main pour pouvoir démontrer qu'il y a eu cette volonté. Alors, vous venez de me dire qu'on a planifié ce nettoyage ethnique des Bamileke. Je parle de planification parce que j'ai vu de la documentation. Alors, vous avez dans les preuves qu'on a planifié. Oui, c'est pour ça que je peux parler avec autorité. Lorsqu'on planifie le massacre d'un peuple, ça s'appelle génocide selon la définition des Nations Unies, ou non? Oui, c'est là où pour cela, je peux parler avec autorité parce que je peux vous dire, voici les éléments qui prouvent que ça a été planifié, que ça a été réfléchi par avance avant d'être exécuté. Peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Y a-t-il donc eu ce génocide de 300 combien de personnes? 301 personnes. 301 personnes. Y a-t-il eu génocide très vulgairement, d'un peuple bamileke quelque part? Les massacres de Tombel. Oui, le massacre de Tombel. Y a-t-il eu un génocide bamileke à Tombel? Là, on peut l'affirmer parce qu'on a des
éléments de preuve qu'il y a eu cette volonté de ne viser que les Bamileke lors de cette chasse à l'homme. Une volonté bien planifiée par les autorités militaires, Par ceux pilotée par cet officier par français ceux qui est mort avant que vous le rencontriez. Non, je parle du génocide, des massacres de Tombelle. Vous, dites le génocide, puisque vous avez les preuves maintenant qu'on a planifié de massacrer ces gens. Prononcez le mot. Attendez, Jacob Tatinsa, soyons sérieux. Vous avez les preuves, prononcez enfin le mot génocide. Et maintenant, cherchons les responsables, s'il le faut. Oui, pour cet événement-là, on peut parler de génocide. Vous parlez de génocide, on peut parler. Je peux parler du génocide. Parlez donc, parlez-en. Pour cet événement. Parlez-en, expliquez-moi dans le génocide. Vous l'avez expliqué, on l'a planifié, on a massacré 301 Bamileke à Tombelle. Alors, qui était derrière ceux qui agissaient? C'était cet officier français qui est mort avant de rencontrer vos co-auteurs. Non. C'est lui qui a formé. Est-ce qu'on peut lui attribuer directement la responsabilité? À qui attribuer la responsabilité donc? Au commandement des forces franco-camerounaises au Cameroun. On a l'impression... Parce que cette autodéfense est le fruit de l'application de ces techniques de guerre révolutionnaire qui se sont enchaînées de 1955 à 1970 et qui se perpétuent aujourd'hui. Ah, qui se perpétue aujourd'hui? Oui. Vous voulez qu'on parle d'aujourd'hui? Je suis preneur. Non, j'ai dit qu'il se perpétue aujourd'hui. Je ne peux pas parler du présent sans avoir accès à la documentation. Du présent. Oui, pour parler avec autorité. Elle est là, la documentation du présent. Hein. Il suffit d'ouvrir votre téléphone WhatsApp ou Facebook pour avoir la documentation du présent. On ne va pas nier que quelque part au Cameroun, on prend des enfants sur qui on tire, on prend des femmes avec enfants sur qui on tire. La documentation est là. Je n'ai pas nié ça. Donc la documentation d'aujourd'hui, vous l'avez déjà. Oui. Tout le monde l'a. Oui. Voilà, donc si vous dites que ça se poursuit aujourd'hui, vous avez la documentation, vous ne pouvez pas nier cela. Puisque la guerre du Cameroun n'est pas terminée, elle se perpétue. Donc la guerre qui a cours actuellement dans les régions anglophones, c'est la continuité de ceci. De ce conflit. J'espère que dans 5 ans, quand j'irai vous voir, si vous me recevez toujours, vous n'aurez pas du moins prononcé le mot génocide sur ce que nous vivons aujourd'hui dans cette zone-là. Oui, si j'ai des éléments palpables, je suis à la portée de main et que je peux porter un regard critique, je n'hésiterai pas. Oui. Vous me faites très très peur. Bon, mais vous avez fait du bon travail. Comment est-ce que je vous fais peur? Vous faites peur parce que les mots ne sont pas prononcés. Tout est minutieusement choisi. On dirait qu'on essaie de bien poser les puzzles. Bon, ok, c'est votre droit aussi. Vous voulez parler de Kamdem Nehim Pierre qui fut le roi des Bahamas. Kamdem Nehim Pierre, c'est un personnage atypique qui a marqué l'Union des populations du Cameroun, qui a marqué le Cameroun. C'est Delaunay qui, dans un rapport, a écrit que Odjoula a nourri un serpent qui l'a mordu. Alors, Delaunay, pour ceux qui sont jeunes, qui ne savent pas, Delaunay, pour ceux qui sont jeunes, Delaunay, c'est le chef des régions Bamileke nommé en 1956 par Pierre Mesmer pour réprimer les nationalistes dans l'Ouest Cameroun. Très bien. Donc, Delaunay et Mesmer sont français. Oui, ce sont des Français. Il était d'abord en poste au Nord Cameroun. Il a été nommé dans la région dite Bamileke. Parenthèse, le Nord Cameroun, où il y a eu aussi des massacres. Hein? Oui. Ben oui, vous hésitez, oui. Bon, si vous ne voulez pas l'avouer, chers téléspectateurs, oui, il y a eu des massacres dans le nord du Cameroun au début des années 60, peut-être fin des années 50, début des années 60. On n'a pas encore travaillé dessus, mais oui, il y a eu des massacres, je l'affirme. Voilà. Delaunay a dit cela parce que quand
le Parti nationaliste est créé en 1948 pour le combattre. L'administration a suscité la création d'une association dite Union Bamileke. L'administration coloniale a suscité la création, oui, d'une association Bamileke. Dite Union Bamileke. Donc ce ne sont pas les Bamileke qui ont eu cette idée-là, mais c'est l'administration. C'est l'administration pour casser le Parti nationaliste. A créé cela. Et dans cette Union Bamileke-là se retrouvaient en majorité des chefs traditionnels infiodés, c'est-à-dire cooptés par le pouvoir colonial pour travailler à son compte. Donc ceux qui sont aujourd'hui sénateurs et autres choses, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. C'est un truc bien vieux. Oui, c'est de la répétition. Et puis, dans cette union Bamileke se retrouvait Kamwa Mars, Mars Kamwa, qui était le chef Baham, dont le père de Kandem Nehim. Et l'administration coloniale, à cette période-là, avait la tendance de former les fils des chefs dans la perspective de les utiliser, de les coopter aussi dans l'administration pour travailler à ses côtés. Un peu comme ce qui se passe au Gabon, là. Et c'est probablement dans cette perspective que Kandem Nehim s'est retrouvé en France. Où il s'est frotté aux nationalistes, et quand son père est mort, il est venu prendre la succession, étant déjà transformé en nationaliste, ce que l'administration ne s'attendait pas à ce que celui qui l'a envoyé se former puisse rejoindre le camp des nationalistes. Et sa montée au trône a coïncidé avec les émeutes de 1955. Et vous savez ce que Kandem Nehim a fait? C'est très bon. Ma mère m'a expliqué, mais il a donné asile aux UPCistes qui étaient pourchassés dans les villes après les émeutes. Les villes environnantes. Et il est devenu le parrain, le protecteur des nationalistes en région Bamileke. Il n'était pas seul, hein? Il y avait aussi le roi Bangou, Kemayou. Ce qui n'était pas du goût de l'administration coloniale, qui lui a donc tendu les pièges à travers les séculaires, notamment la séculaire de Roland Pré, dans laquelle il était prévu de guetter les nationalistes à des occasions où ils seraient faibles, notamment on aurait l'occasion de les poursuivre et de les punir sévèrement à cette occasion. Kandem Nehim a donc été piégé lors du boycott du paiement de l'impôt. Il a donc encouragé cela et Delaunay a profité de l'occasion pour l'arrêter et le foutre en prison. En prison, il est devenu plus populaire parce que des populations se soulevaient énergiquement pour revendiquer sa libération. Quand on l'a libéré, il y a eu de l'extase dans toute la région Bamileke et l'administration s'est ravisée et l'a encore arrêté. Et ça a donné l'occasion aux nationalistes d'organiser la toute première réunion des nationalistes en Ka, ce qui est un quartier de Baham, le 10 octobre 1957. Et c'est à l'occasion de cette réunion que les Simon Pierre et autres nationalistes ont
choisi les valets à punir sévèrement. Et dans la nuit du 30 octobre 1957, les chefferies qui soutenaient l'administration ont été systématiquement attaquées. Et c'est là où le feu a pris le baril de poudre et la région a explosé. En vous entendant, on comprend, ce que je comprends, Oui. c'est que ce sont les nationalistes qui ont mis le feu aux poudres. Non, ils ont été contraints parce que leur parti a été interdit le 13 juillet 1955 et ils étaient donc dans l'impossibilité de participer aux élections qui étaient prévues en fin d'année 1956. Ils étaient dos au mur, contraints de prendre les armes ou de périr. Il fallait on se défendre, Il fallait se défendre. périr. Vous comprenez pourquoi je dis que Kandé a été un personnage central dans l'affaire. Comment a-t-il été assassiné, Pierre Kandem Nehim? Pierre Kandem Nehim a été accusé du meurtre de Mopem Noé, Qui était son frère, je crois. son ami député Mhm. à l'Assemblée. Un meurtre qui a été revendiqué par l'armée de libération nationale du Cameroun. Et donc, qu'il avait condamné de cet assassinat. Donc, Mais, quand j'ai tendu le micro, j'ai interviewé ceux qui ont participé à cette attaque. Ils m'ont dit que le temps n'était pas venu de dire toutes les vérités au sujet de cette attaque. Il s'agit des vétérans de la guerre de libération. C'est l'association à laquelle appartient le secrétaire, j'oublie encore, Jacep. Jacep, oui, le Oui. secrétaire, le dernier secrétaire de Ernest Ouangé. Oui, parce que les combattants qui ont participé à cette attaque, qui était dirigée par, Dynamique, Château Dynamique, il y en a qui sont encore en vie. Et lors des confessions publiques, les confessions publiques, c'est une opération de guerre psychologique au cours de laquelle on amenait les nationalistes faibles d'esprit à raconter toute leur vie lors du combat. Et c'est une des faiblesses liées à la coutume des populations dites bamileke qui croient beaucoup à la malédiction. Il était dit que si vous racontez toute votre vie dans le combat contre le colonialisme, vous serez lavé de toute malédiction qui pourrait vous poursuivre si vous ne dites pas tout ce que vous avez fait lors de la lutte. Une sorte de confessionnat comme chez les catholiques, quoi. Oui, et qui était en fait une opération de guerre psychologique. Menée par les mêmes. Et au cours de cette confession publique, il y a le secrétaire de Camden Nehim qui a affirmé avoir imité la signature qu'on a retrouvée sur le papier. La signature de qui? La signature de Camden Nehim, D'accord. parce que on a utilisé une lettre retrouvée au cours de l'assassinat de Mopem Noé. C'est celle-là qui a été utilisée pour accuser Kandem Nehim Nehim du meurtre de Mopem Noé. J'ai eu accès au dossier, mais le dossier a été expurgé de certaines pièces d'interrogatoire, notamment
de l'agent double qui travaillait pour le compte du gouvernement, pour le compte de Neyem et pour le compte de Mopem Noé, qui servait de canaux de transmission entre les trois au cours de cette affaire. Donc c'est une affaire qu'il faudrait encore pouvoir trouver une information pour élucider. Alors maintenant que le secrétaire de Kandem Neyim avoue être l'auteur de la fausse signature, pourquoi exécute-t-on Kandem Neyim Pierre? Parce que Jean-Marcel Mengueme, dès qu'on a inculpé Kandem Neyim, a écrit à l'administration centrale, parce qu'à cette période-là, lui, il était le préfet de la région, le préfet du département Bamileke, parce qu'à cette période-là, on appelait le département Bamileke. Jean-Marcel Mengueme, qui était du sud ou du centre du Cameroun? Cela m'importe peu. C'est très important. Pourquoi? À l'heure où on parle de l'allogénat et de l'autogénat, il vaut mieux préciser les choses. J'entends des gens au Cameroun dire « Ah, il n'y a jamais eu ceci ». Il faut donc préciser les choses, n'ayez pas peur des mots. Il n'était pas de l'Ouest, Jean-Marcel Mengueme, pour que la jeune génération comprenne. On est d'accord? Oui. Alors, c'est lui qui écrit à l'administration centrale, coloniale, pour dire quoi de Kandem Neyim? Pour dire que l'occasion était venue de se débarrasser de lui. D'accord, donc qu'il soit coupable ou non? Il a été condamné avant même d'être jugé. Bien. Voilà, il fallait qu'on sache cela. Parce que il se peut que vous voulez m'amener sur le terrain favori de l'administration coloniale qui utilisait les rivalités ethniques. Peut-être, Jacob Tatsinsa, peut-être vous ne me suivez pas bien. Je suis quelqu'un qui met un nom sur chaque fait. Oui. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sur les grandes chaînes françaises. Oui. J'y ai travaillé, tous me connaissent, tous ont diffusé mon travail. Je ne veux pas les citer, toutes les grandes chaînes françaises ont diffusé mon travail. Mais les choses trop encadrées, ça me ressemble. Pas encadré, mais il faut aller pas à pas sans faire de l'amalgame. Non, il ne faut pas faire l'amalgame, mais je pose des questions tout simplement. Mais quand je sens que vous ne voulez pas prononcer le mot, le chien s'appelle le chien. On ne peut pas l'appeler le chat. Vous comprenez ce que je veux dire? Le chien, c'est le chien. Donc si c'est le chien qui est passé par lui, c'est le chien, c'était pas le chat. Voilà ce que j'essaye de vous faire dire avec beaucoup de difficultés. Alors, on peut donc comprendre, vous l'avez dit, Kandem Neyim Pierre, roi des Bahamas, a été condamné avant d'être jugé. Oui. Et on l'a exécuté, peut-être même avant de l'avoir jugé. Il n'avait pas de chance parce que l'exécutif avait déjà pris une décision. Ça veut dire qu'on a tué un homme innocent sans le juger avec l'aval, je vais encore prononcer le nom qui vous semble difficile pour vous, avec l'aval de l'administration française, coloniale française. Oh, puisqu'il y avait toujours à cette période des conseillers français dans tous les ministères. Ça n'a pas changé, hein. Bon, donc la France a fait exécuter Kandem Neyim Pierre sans le juger pour un pays dit des droits de l'homme. Ça fait désordre, à travers ces hommes. Ça fait désordre, non? Il faut préciser. Parce que officiellement, la France était déjà partie en 1960. Oui, mais Neyim Pierre a été tué avant. Neyim est mort, on l'a assassiné, on l'a exécuté en 1964. 64. Oui. La France était partie, mais elle n'était pas partie puisque... C'est que c'est quelqu'un qui a donné du fil à retordre à l'administration coloniale française et néocoloniale. Il fallait donc se débarrasser de lui. De par ses ambitions. J'entends souvent des gens dire c'est Aïdjo qui a fait exécuter Neyim Pierre. Vous dites quoi? Je vous ai un peu décrit comment ça se passait. Si Aïdjo c'était le chef de l'exécutif et que Jean-Marcel Mengueme a adressé la correspondance que on a l'occasion de se débarrasser de lui, c'est clair qu'on dise que c'est Aïdjo puisque Jean-Marcel a envoyé sa correspondance à sa hiérarchie. Y avait-il encore un bras séculaire français à l'Ouest à ce moment-là, en 1964? Un bras séculier? Oui, y avait-il encore un bras militaire?
de l'armée française à l'ouest en ce moment-là? Bon, l'armée française encadrée par les officiers jusqu'à cette période, en 1964. Donc, Il y avait des jusqu'à officiers. 1964, il y avait des donc, officiers. il y avait des officiers. Oui. Ça veut dire que ceux qui ont interpellé M. Naïm Pierre étaient des gens qui faisaient partie de ce corps-là, dirigés par des officiers de l'armée française. L'armée française encadrait encore l'armée à cette période. Et qui l'a interpellé? La police? C'est la police qui l'a interpellé, La l'a police qui arrêté, était l'a également- amené à Yaoundé. La police qui était également encadrée par des officiers français. Oui. Donc, par ricochet. Vous voyez, on accuse Aïdjo de beaucoup de choses. Parfois, je me dis que, vous allez me corriger Mais si je me c'était trompe, l'homme des mains. Cet homme, parfois, a porté le chapeau de l'autre. Je ne le défends pas du tout. Il faut le dire, chers téléspectateurs, je ne défends pas du tout Amadou Aïdjo, mais cet homme a parfois porté le chapeau de quelqu'un d'autre. Vous ne trouvez pas? Mais c'était l'homme des mains. A-t-il porté le chapeau de quelqu'un d'autre ou pas? J'aimerais que vous puissiez encore bien m'expliquer ce Je que vais vous... bien vous expliquer dans ce cas-là. Octobre 1960, ça vous dit quelque chose? Octobre 1960, le 1er octobre, Oui. avec la question du Cameroun sous administration britannique. Non, même pas 1er octobre, c'était le 8 octobre, le 20. L'assassinat de Roland Félix Moumié à Genève. Ah, son empoisonnement. Son empoisonnement. Oui. D'accord. C'était un autre Mais nationaliste. les gens qui l'ont empoisonné l'ont fait pour satisfaire le régime en place à Yaoundé. Qui a commandité l'assassinat de Roland Félix Moumié? Est-ce la France ou est-ce Amadou Aïdjo? Est-ce que vous pouvez établir une différence entre celui qui vous propulse au pouvoir et vous, dont Bien. Alors, il la est France bien porte la responsabilité avec son régime qu'il a mis en place? Votre ami Franck Gabelli, le Suisse, dans ce documentaire, explique bien que ce sont les services secrets français oui. et suisses qui ont assassiné le nationaliste Félix Moumié en Suisse. Oui, pour soulager. Alors, est-ce le que régime M. de Aïdjo Yaoundé. avait même été consulté là-dessus? J'ai parfois l'impression que non. Est-ce qu'il pouvait être consulté? Bien. Ça veut dire que Félix Moumié est assassiné en octobre 1960. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, Le Cameroun est indépendant depuis le 1er janvier 1960. oui. Et les services secrets français assassinent encore un nationaliste camerounais en Suisse. Oui. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas du tout indépendant. Bien sûr, n'oubliez pas qu'à cette période, il y avait un officier français qui travaillait à la présidence et qui faisait des correspondances à la France et qui répondait en même temps à la place de la France. Ah. On comprend donc toute cette purge au Cameroun il porte... s'agit précisément du lieutenant-colonel Jean-Victor Blanc. Ça veut dire... Il fait une lettre au gouvernement français et lui, il répond Au gouvernement camerounais. au gouvernement camerounais. Une sorte de Gilles Thibault, quoi. Oui. Une sorte de Gilles Thibault, qui vient d'être ancien ambassadeur de France au Cameroun, qui vient d'être appelé par Emmanuel Macron. Jean-Victor Blanc. Blanc. Témoignage, Vous voyez, en 1960... témoignage du général Semengue. Donc, en 1960, il y avait quelqu'un qui agissait au nom de la France à Yaoundé. En 2019, il y avait Gilles Thibault qui agissait au nom de la France au Cameroun dans tous les sens. Ça veut dire que 50 ans après, 60 ans après, le Cameroun n'est toujours pas indépendant. Bien sûr, là je peux l'affirmer. Enfin! Vous avez dit oui, enfin. Vous l'affirmez. Oui, Le Cameroun n'est toujours pas indépendant. oui. D'où les difficultés d'alternance pacifique aujourd'hui. Parce que c'est un point géostratégique capital et des intérêts économiques énormes pour la France. Et c'est un combat de longue haleine pour se défaire de la domination française. La paix au Cameroun, c'est donc pas pour demain. Nous sommes en 2020.
sommes le 21. Elle est pour demain si les Camerounais pouvaient prendre conscience et ne plus être manipulés par les techniques de division, les rivalités ethniques. Technique de division de qui? Les Camerounais sont divisés Par qui? par des techniques de guerre révolutionnaire menées depuis les années 1955 jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces histoires de rivalité ethnique, de l'affrontement des groupes ethniques, c'est une faiblesse pour le combat pour la libération du Cameroun. Il faudrait que les Camerounais prennent conscience de cette faiblesse. Il faudrait que les Camerounais prennent conscience de leur faiblesse en général. Oui, c'est une faiblesse. On pourrait discuter là 100 ans, il y aura toujours à dire sur le Cameroun. Vous avez dit beaucoup dans ce livre Cameroun. La guerre cachée aux origines de la France-Afrique 1948-1971, que vous pouvez donc retrouver en vous le procurant via Amazon. Vous pouvez le retrouver au Cameroun via la Libérie. Des peuples noirs à la montée SNI, notamment à Don Bosco. De la maison Don Bosco. Pour ceux qui ne connaissent pas, Poste central. L'immeuble qui brille, qui était immeuble de la mort abandonné, là, Don Bosco est juste derrière, voyez-vous. Et dans d'autres pays, on ne peut pas, il faut commander. On peut l'acheter par Amazon ou dans de bonnes librairies. Très bien. J'espère qu'il n'y aura pas rupture de stock. Procurez-vous-le et lisez-le, vous allez en apprendre beaucoup. J'ai appris beaucoup sur l'histoire du Cameroun, sur l'histoire de mon peuple. Je suis bamileke, je le revendique. J'ai beaucoup appris en lisant ce livre et je suis sûr que j'en apprendrai encore beaucoup maintenant que je vous côtoie. Le mot bamileke, est-ce que vous savez que ça n'existe que depuis 1902? Je sais que ce nom bamileke est tout récent et que deux entités se revendiquent la paternité du nom bamileke. Les Douala qui disent, c'est nous qui avons créé le nom en disant Babo Teba Leke. Et quelque part, dans la main noire, on dit c'est Pemé le cul. On ne sait pas encore qui a créé le nom bamileke. Vous, qu'est-ce que vous en savez? Ça, c'est une création des Allemands, le terme bamileke, parce que il y a des gens qui parlent, qui s'expriment dans la même langue du côté du Cameroun anglophone qu'on n'appelle pas bamileke. Je suis très souvent étonné devant. C'est pour ça que cette appellation-là, vous dérange. Très souvent, ne me dit pas grand-chose, oui. Parce que c'est une arme de division. Je vais vous confier que dans mes recherches, que je publierai certainement un jour, mais des gens sont appuyés dessus sur mes recherches pour écrire les livres. Je cite Maurice Nguépé qui parle entremise de quelqu'un qui vient en Angleterre, s'est appuyé sur ma thèse, les Bamileke, un peuple redescendu d'Israël, pour écrire son livre sur la rencontre d'un juif et d'un Bamileke. Pour moi, il n'y a pas de Bamileke au Cameroun, il y a le peuple du Grassfield. Le Grassfield, c'est tout l'ouest du Cameroun, même à partir de Bafia, c'est l'ouest du Cameroun, jusqu'à Bamenda, et même après, les Ibo sont des Grassfield. Donc les Ibo et ceux qu'on appelle Bamileke aujourd'hui, c'est le même peuple pour moi. Voilà, je ne veux pas, l'émission c'est vous. Un jour vous m'interrogerez, je vous dirai ce que je sais. Oui. Je suis venu vous interroger. Merci. Vous laissez tout ce que je sais. Alors, dites-moi, Jacob Tatitsa, y a-t-il une question fondamentale que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas tilté dessus, étant donné que je ne sais rien? Vous en savez certainement plus que moi sur cette histoire. Là, c'est une question difficile. Répondez à la question non posée. Voilà. Hein? C'est la question non posée que je vous pose. Là. Question non posée. La question que vous auriez dû me poser, c'est de savoir pourquoi parle-t-on aujourd'hui de l'UPC, une affaire de Bamileke et de Bassa. Voilà. Pourquoi? Car nous savons qu'il n'y avait pas que les Bamileke et les Bassa au sein de l'UPC. Il y avait des boulots, il y avait tout le monde. Pourquoi ne parle-t-on
que de l'UPC Bamileke Bassa? Voilà une bonne question. Merci. C'est une trouvaille française pour brider, pour ternir l'image et diviser le parti, parce que la meilleure technique des colonialistes a été toujours de diviser pour mieux régner. Et quand l'administration française a constaté la popularité croissante du mouvement nationaliste camerounais, elle a demandé à ses administrateurs sur le terrain de lui proposer des solutions pour résoudre le problème que posait l'Union des populations. Le chef de la région du Vouri lui a proposé la solution qui consistait à confiner le parti nationaliste qui prenait de l'ampleur sur le terrain au Cameroun, aux régions de l'ouest du Cameroun. De l'ouest Cameroun, région du d'Ibamileke. littoral, avec les zones à forte habitation bassin. Et c'est pour cela qu'elle a mis de l'énergie à contrer l'implantation du parti dans le nord Cameroun, dans l'est Cameroun, et à coincer la progression du parti dans la partie ouest littorale et région de Sanaka-Maritime. Donc ce n'est pas que l'Union des populations du Cameroun était une affaire de Bassa, de Bamileke. C'était un parti d'envergure nationale qui avait été déjà implanté dans le nord Cameroun, et il était reproché à cette période même aux Bamileke d'être des vecteurs de l'implantation du parti dans la partie nord du Cameroun. On reprochait notamment au market boy, le vendeur de cola, de transporter la documentation du parti dans les sacs de cola quand il allait dans le nord. On comprend donc que circonscrire l'UPC que dans les régions Bamileke et Bassa était une façon de stigmatiser et retourner le reste de la population contre ces deux populations, Bassa et Bamileke. Oui, pour en faire un parti dit régional. Et c'est les mêmes techniques qui sont reconduites aujourd'hui contre le MRC de Maurice Kamto. Oui. Comme quoi l'histoire bégaye au Cameroun. C'est ce que j'aurais aussi souhaité que les téléspectateurs puissent comprendre. Wow. Et ce que je dis est vérifiable dans les archives, notamment le rapport dressé par ce chef de la région du Vouri. Qui s'appelait comment? Il n'a pas mis son nom dans son rapport. C'était en quelle année ça? Le rapport date des années 1955. Donc il y a de fortes chances que ce soit en français. Oui, c'est un français, là il n'y a pas de doute. Il fallait le dire, parce qu'on pourrait croire que c'était un Camerounais. Et puis c'est à partir de la défaite de la France en Indochine que le colonel Lacheroy a envoyé au Cameroun un fascicule intitulé « Leçons de guerre révolutionnaire » que Roland Pré a pris la peine d'étudier et d'adapter et de produire un circulaire qu'il a donc disséminé dans tous les chefs de subdivision et et à tous les chefs de région. En retour, on lui a fait, ces différents chefs, ces différents administrateurs lui ont fait des propositions. Dans le livre « La mort était leur mission » de Constantin Melnick, il explique bien cela, que l'armée française qui venait de perdre la guerre d'Indochine fut divisée en deux et envoyée en Afrique, une partie en Algérie et une autre partie au Cameroun, Bamileke et Bassa. C'est Constantin Melnick qui l'écrit. Oui. On leur a dit, bon, ben, vous venez de perdre une guerre en Indochine, allez vous faire une santé là-bas, quoi.
Et ils ont donc tiré les leçons de cette guerre qu'ils ont appliquée au Cameroun et à l'Algérie. Il fallait permettre à ces militaires d'essuyer la honte. Donc, on n'avait pas de contrôle dessus, faites ce que vous voulez. Oui. C'était une guerre à ne pas perdre. Aujourd'hui, la France ne veut pas perdre ses intérêts en Afrique et fait tout, soutient, je le dis, hein, si quelqu'un m'attaque en France ou me tue, je suis prêt à mourir, et soutient le régime Biya. 60 ans après, ça ne finit pas. Quelle lecture faites-vous du futur, d'un futur proche, sur la situation au Cameroun? Le malheur du Cameroun, c'est les richesses de son sous-sol et sa position stratégique dans le golfe de Guinée. Et pour cela, il va de la puissance de la France dans le monde pour cette position et ses intérêts. Et c'est pour ça que je dis que c'est un combat féroce que les Camerounais devraient mener. Ce qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais puissent céder à cette arme de division où des gens puissent, pour des menus fretins, collaborer avec la France pour maintenir le Cameroun dans le sous-développement. En ont-ils conscience, les Camerounais dans leur majorité? Ça, c'est du domaine des psychologues pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un Camerounais pour qu'il puisse collaborer en défaveur du Camerounais moyen, en refusant le développement parce que les Camerounais ont le savoir nécessaire et les moyens financiers nécessaires pour développer leur pays. Mais je me dis personnellement qu'ils trouvent de l'écueil à cause de ce régime criminel qui perdure depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Au bout de 60 ans, le Cameroun n'a connu que le même régime. Hein. Amadou Ahidjo et Paul Biya qui a pris sa suite. Même système, même régime, je dirais même, car parce que pour moi, le vrai combat, c'est contre la France. Hein? Pas contre le régime, mais contre la France. C'est la France qui porte le régime à bout de bras. J'espère qu'on vous laissera revenir en France bientôt. Vous savez, les mesures de rétorsion en France sont nombreuses. Vous avez vu ce qui est arrivé à Nathalie Yamb? Ah oui, vous savez, quand je devais y aller en juin 2018, j'avais 2 colons là-bas, j'ai dû rater le premier parce que on me faisait chier pour le visa. À cause de ceci, hein? Oh, je ne peux pas dire si c'est à cause de ça ou pas. Jacob Tatinsa, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci pour l'enseignement que vous avez apporté à vos jeunes frères. Je ne parle pas que des Bamileke, je parle de vos jeunes frères africains, car l'histoire du Bamileke n'est pas différente de l'histoire des Momo du Kenya. Vous connaissez les Momo du Kenya, oui, qui ont été massacrés par les Britanniques. Eux, au moins, les Britanniques ont reconnu leur forfaiture dans ce coin-là, ont présenté des excuses, ont même indemnisé les Momo. Oui, en 2012. En 2012, 2011-2012 par là. Oui, grâce aux travaux d'un historien qui est à ressort. Peut-être grâce à vous, on arrivera un jour, la France reconnaîtra un jour ces massacres au Cameroun, son génocide au Cameroun, je le dis. Ou à d'autres chercheurs qui peinent au Cameroun à se faire entendre.
Très bien. Puis-je compter sur vous pour diriger vers moi ceux qui souhaitaient s'exprimer après avoir vu ce programme avec vous? Oui, vous pouvez compter sur moi. Si je suis encore vivant, bien entendu. Non, vous serez vivant. Oh, si vous saviez, je viens d'échapper à un assassinat en France il y a peu. Donc, je suis là, je marche à mon cercle sur la tête. Et ce que nous avons oublié de garder une minute de silence en la mémoire de notre aîné Sylvain Saupe, qui est mort les armes de combat entre les mains. Qui était un ami, un frère. Merci de garder une minute de silence en la mémoire de Maître Sylvain Saupe. Chers téléspectateurs de JMTV+, ici prend fin ce programme. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi sur YouTube, sur jmtvplus.com. Vous y trouverez mon email. Si certaines concernent Jacob Tatinsa, je les lui transférerai et il vous enverra ses réponses. Merci à vous de nous avoir reçus ici à l'université. C'est à moi de vous remercier d'avoir fait le long déplacement de Montréal à Ottawa dans ce froid terrible. Moins 18 aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Et à bientôt.